Face à cette difficulté, de nombreux jeunes se sont lancés dans la création de leur propre structure. Ils sont souvent heurtés à des difficultés et certains, malgré les obstacles qui surviennent, réussissent à sortir la tête de l'eau. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour de ce sujet avec un panel qui est composé d'Achille Satieu. Il est PDG de Smart Global Concept. Bonjour Achille. Oui, bonjour Michel et bonjour à mon copanéliste Gaël et merci surtout de me recevoir sur votre plateau. Le co-panéliste n'est autre que Ngale Men Arthur, directeur d'exploitation de Cameroun Alert et Systèmes. Bonjour. Bonjour Michel et merci de nous recevoir sur votre plateau. C'est un remerciement également à vous d'avoir honoré ce rendez-vous. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat jeune, forcément, on parle de la création d'une structure. Et on sait que cela n'est pas toujours facile. Quand on voit jeune, on se dit qu'il y a peut-être le manque d'expérience. Vous voyez les choses ainsi? Achille, Satieu? Ok, quand on est jeune, je pense que la jeunesse est une opportunité. Être jeune, ça ne veut pas forcément dire manque d'expérience, mais je ne vais pas trop me focaliser sur l'expérience, tout simplement parce que c'est tout simplement une question de préparation. C'est-à-dire, quand vous décidez vous lancer dans l'entrepreneuriat, ce que j'ai toujours l'habitude de dire à mes confrères, il faut se définir un pourquoi. C'est-à-dire, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat pour quelle raison? Pour résoudre quel problème? Il faut laisser de côté peut-être l'aspect d'âge, etc. Et ce que je dis toujours, c'est quoi? C'est que si la richesse, la fortune lors de nos parents était le café, le cacao, la vente des terrains, aujourd'hui, la richesse de la jeunesse, c'est le digital, c'est l'Internet, c'est la technologie. Donc, il faut plutôt comprendre. Alors, selon vous, la jeunesse aujourd'hui a cet atout-là, cette particularité, qu'elle a cette connaissance qui, forcément, n'a pas été l'apanage de nos aînés? Oui, ça veut dire que facilement, le jeune peut télécharger 20 ans d'expérience de ses aînés, en fait. Grâce au digital, bien évidemment. Grâce au digital. On n'est plus peut-être obligé de se rapprocher forcément des camps. Fut-il que bon, voilà, il faut avoir des mentors, il faut avoir des modèles, mais avec le digital aujourd'hui, on a tout à sa disposition. On peut apprendre, on peut se former, on peut lire l'histoire des autres. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin, franchement, de chercher forcément, je veux dire, d'aller rencontrer Dangote, d'aller rencontrer, je ne sais pas, Mark Zuckerberg, d'aller rencontrer Donald Trump, etc., pour comprendre son parcours. Mais avec le digital, ce sera facile pour moi de lire son histoire. Il y a YouTube, on a tous les éléments, tous les dispositifs qu'il faut à notre disposition. Et maintenant, ce que je disais tantôt, c'est quoi? C'est que se lancer dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas, je ne sais pas, un modèle, en fait. Mais ce n'est pas la mode, mais c'est plutôt une question de passion, une question de vocation. Vous vous positionnez comme apporteur de solutions par rapport à un problème précis. Quel est le pourquoi fort pour lequel vous vous lancez dans l'entrepreneuriat? Donc je me dis, voilà, le plus important, c'est la raison pour laquelle on se lance dans l'entrepreneuriat et non peut-être la jeunesse. Alors, vous avez suivi les propos d'Achille Satieu, Ngale Men Arthur, créer sa propre structure, mettre sur pied une entreprise. Ce n'est pas un effet de mode, selon lui, c'est toujours parce qu'on est motivé par le désir de répondre à un besoin. Mais pourtant, aujourd'hui, on sait que l'entrepreneuriat a le vent en poupe au sein de la jeunesse africaine. Alors, vous êtes d'accord qu'on ne peut pas dissocier l'effet mode de l'entrepreneuriat aujourd'hui? Bon, je suis déjà d'accord avec le propos qui a été tenu par mon copanéliste, mais dissocier l'effet mode de l'entrepreneuriat, je ne sais pas, la question en elle-même me semble un peu complexe. Dissocier l'effet mode de l'entrepreneuriat, ça signifierait que les gens aujourd'hui se retrouvent à entreprendre par effet de mode. Oui, il a revenu par exemple sur quel est ce jeune
aujourd'hui qui ne rêve pas d'être comme Mark Zuckerberg, par exemple. Il a inspiré, il continue d'inspirer de nombreux jeunes. Est-ce qu'il n'y a pas des jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat pour faire comme Achille Statue, que j'ai vu à la télé, qui est le PDG de Smart Global Concept? S'il a pu le faire, pourquoi pas moi? Est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière l'entrepreneuriat jeune aujourd'hui ce désir de copier, de faire comme ces jeunes qui se sont lancés et qui ont réussi? Je pense qu'il y a ça, mais ça ne devrait pas être vu comme ça. Ça ne devrait pas. Oui, ça ne mais devrait vous pas êtes être vu conscient comme que ça... Ça a une certaine place, mais ça n'a pas une place en tant que, je sais pas, c'est pas une simple copie. C'est des modèles de vie en fait. Ça signifie, des gens sont en capacité de se reconnaître dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, j'estime que cette personne a une vie qui pourrait moi me convenir. C'est ce vers quoi je pourrais orienter mes efforts. Et donc, si la personne a réussi à définir en quelque sorte son modèle de vie, il peut y aller. Il y a des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat par rapport à ça, mais il y a également des gens qui se lancent dans le sport par rapport à ça. Il y a des gens qui se lancent dans la politique par rapport à ça, etc. etc. C'est juste des modèles de vie. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'entrepreneuriat jeune en lui-même, bon, déjà, c'est un terme à titre personnel que moi avec lequel j'ai un peu de mal, parce que vous soyez jeune ou bien que vous soyez relativement âgé, lorsque vous faites des produits ou bien que vous faites des services, le client en face ne voit que le produit ou le service. Il ne voit pas nécessairement l'être humain qui est jeune ou bien qui est relativement âgé. Donc, si c'est qu'il fallait étudier le thème sur le plan de la jeune, parce que moi j'estime que c'est un thème un peu statistique. Lorsqu'on étudie l'activité entrepreneuriale, on peut segmenter une partie de cette activité-là en utilisant comme marqueur l'âge peut-être du promoteur de l'entreprise. Donc c'est un thème qui, à mon sens, est relativement statistique. Mais vous croyez vraiment que sur le plan entrepreneurial, l'âge du promoteur de l'entreprise ne joue pas? Il a évoqué le cas de certains modèles en entrepreneuriat aujourd'hui comme Dangote. Lorsqu'on parle de Dangote, on voit le sucre, on voit le ciment. Alors un jeune aujourd'hui qui décide de se lancer dans le ciment, est-ce que la même confiance lui sera accordée tout comme on peut le faire avec un magnat déjà de ce domaine? Évidemment que le jeune qui se lance là-dedans n'aura pas la même confiance qu'un magnat de ce domaine, c'est tout à fait naturel. Maintenant, moi, ce que je voulais mettre en avant dans le cadre de l'entrepreneuriat jeune, c'est que si on veut pouvoir étudier le domaine qu'est l'entrepreneuriat avec comme corollaire le fait que le promoteur soit jeune, il faudrait pouvoir identifier les aspects qui puissent être considérés comme étant communs à l'ensemble des jeunes, bon, du moins à une sorte de majorité de jeunes. C'est-à-dire, chez les jeunes, vous allez remarquer assez souvent un manque de moyens, assez souvent également un manque d'expérience, au moins sur le plan professionnel, assez souvent également un manque de relationnel, et même, je dirais, assez souvent un manque de réputation. C'est-à-dire que si ça se trouve, ce sont des gens très bien, qui font des choses très bien, mais qui, n'ayant pas encore eu cette expérience-là, ne sont pas en capacité de jouer sur leur réputation. Bon, maintenant, ça, c'est les éléments limitants. Mais maintenant, dans les éléments qui sont plutôt positifs, qui sont en faveur des jeunes promoteurs, vous allez voir une tendance qui est portée vers l'innovation. Vous allez également voir cette possibilité-là, cette faculté-là que des jeunes ont à prendre des risques, peut-être du fait des contraintes sociales un peu moins élevées. Quand vous parlez d'innovation, innovation dans les domaines exploités, innovation dans quel sens? Innovation dans tous les sens, c'est-à-dire qu'à supposer que vous soyez dans un domaine comme le textile, vous pouvez explorer de nouveaux modèles, vous pouvez explorer même de nouvelles matières, que vous soyez dans un domaine comme la tech, que vous soyez dans un domaine comme, quel que soit le domaine dans lequel vous vous trouvez, l'innovation est relativement risquée, elle est sujette à risque. Et donc, un promoteur qui est relativement jeune est en plus grande capacité de prendre des risques qu'un promoteur qui peut avoir un certain âge. Donc, moi, j'estime que c'est dans ce sens-là qu'il faudrait peut-être caractériser le jeune en question lorsqu'on parle d'entrepreneuriat jeune. Bon, une fois que ça a été dit, on peut dire que le jeune entrepreneur, lui, s'il faudrait qu'il puisse se mettre, étant donné que le marché est commun, que le promoteur soit relativement âgé ou bien que le promoteur soit relativement jeune, le marché est commun. S'il faudrait qu'il puisse s'insérer dans ce marché-là, il faudrait qu'il puisse jouer sur les avantages qui sont les siens et réduire au maximum les facteurs limitants qui sont les siens. Alors, une chose est sûre, j'espère qu'on est d'accord sur ce plateau, que l'entrepreneuriat a quand même le vent en poupe
au sein de la jeunesse africaine. Est-ce qu'on ne peut pas associer cela au chômage, au manque d'emploi, à la fonction publique qui ne peut pas recruter tout le monde? Achille. Non, pas du tout. Pas du tout. Il est vrai que des personnes parce qu'ils n'ont pas été recrutées par les entrepreneurs ou alors le pouvoir public se retrouvent. Mais je ne peux pas appeler ça l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat ne peut pas venir en second plan ou au troisième plan, en fait. Et il faut bien gagner sa vie, il faut bien se faire de l'argent. Alors si on postule pour des grands concours et que ça ne se passe pas bien, les multinationales, les entreprises du privé, peut-être qu'ils vous proposent des postes ou des salaires qui ne vous conviennent pas, est-ce que ça ne peut pas motiver, ça ne motive pas selon vous aujourd'hui la jeunesse, ce milieu de l'emploi qui ne répond pas forcément aux besoins? Oui, en réalité, je ne pense pas que c'est ça qui devrait être la réelle motivation de la jeunesse pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais à la base, le jeune devait avoir cette passion de pouvoir apporter une solution à un problème donné. Vous comprenez un peu? Vous allez regarder aujourd'hui des personnes qui se retrouvent sur le chemin du Canada, les personnes qui partent en Europe, des personnes qui partent, c'est pas dans d'autres pays africains aujourd'hui, tout simplement parce que le contrainte est vraiment caduque pour pouvoir leur permettre de mieux se déployer, d'avoir un emploi décent. C'est d'abord ça. Alors, par ailleurs, vous verrez aussi des jeunes qui ont quand même décidé de rester au pays parce qu'eux, ils n'ont pas les moyens de pouvoir voyager, de pouvoir se déplacer. Et ils décident donc de se lancer en entrepreneuriat pour pouvoir avoir le pain quotidien. Mais je ne vais pas appeler cela l'entrepreneuriat. Ah bon? Oui, non, je ne peux pas appeler cela l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que le but, c'est de gagner l'argent. Le but, c'est de gagner la vie. Dans ce contexte particulier, le but, c'est d'abord de se faire de l'argent. De se faire de l'argent. Or, un entrepreneur, ce n'est pas ça. Un entrepreneur, le but premium, c'est d'apporter la solution à un problème donné. Il y a des contraintes. Mon ami, mon copanéliste Gaël l'a martelé. Il y a des problèmes, il y a des contraintes. Mais en réalité, la contrainte ou les problèmes ne devraient pas être un quotidien ou alors un entrepreneur, un vrai entrepreneur ne devait pas se plaindre en fait. Mais est-ce que derrière le désir de pouvoir répondre à un besoin, il ne se cache pas aussi celui de se faire de l'argent? Je vais prendre un exemple terre à terre pour que les gens comprennent qu'on ne parle pas des choses abstraites. Je vais prendre sans faire la publicité bien sûr de Yango, cette structure aujourd'hui qui permet des modes de transport dans un confort quand même agréable, en taxi. Certainement, la personne a regardé la ville et s'est rendu compte que sur 100 taxis qui circulent par exemple à Douala, à 80 sont quand même en état de dégradation quand même avancée, ce sont des vieux taxis. Et alors, qu'est-ce que je fais face à ce besoin? Je propose voilà, un mode de transport ou des taxis climatisés et tout, dans le confort, qui peuvent rouler rapidement. Alors, est-ce qu'une fois qu'on a répondu à ce besoin et que des gens ont cette possibilité-là de se déplacer dans des conditions décentes, il n'y a pas aussi le désir de rentabiliser? Oui, Michel, vous l'avez très bien martelé, vous l'avez très bien précisé, c'est-à-dire que le confort du client, oui. C'est-à-dire que le but premium, oui, c'est d'abord le confort du client, que le client se sente à l'aise dans son environnement, dans la qualité du service qui lui est offert. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Alors maintenant, ceci veut dire la rémunération ou la richesse ou l'argent n'est que la conséquence d'une meilleure qualité de service rendu. Donc ce qui veut dire que ça ne doit pas être le but recherché selon vous? Non, en réalité ça ne devrait pas être le but. Ça ne devrait pas être le but. Si, c'est-à-dire que si c'est le but, ça voudra forcément dire, je vais regarder, je reprends encore le cas de Dangote. Moi, je décide de me lancer dans la cimenterie aujourd'hui. Ça veut dire je dois mettre en avant l'objectif de devenir plus riche que Dangote. Si vous mettez en avant le désir de devenir plus riche que Dangote, vous n'allez jamais être riche autant que lui. Et si vous êtes motivé par exemple par le fait que c'est un secteur qui est très productif, vous ne pouvez pas aussi, selon vous, atteindre
cet objectif, c'est-à-dire faire plus que dans beaucoup? Oui, c'est un secteur très productif, mais quelle est donc la plus-value que vous apportez dans le secteur? Oui, parce que le fait de se focaliser sur peut-être la rentabilité du secteur peut vous amener à oublier qu'il faudra déjà mettre sur pied un service de qualité, une plus-value différente de ce qui est déjà apporté. Vous comprenez un peu? Donc, je me dis, à chaque fois que vous voulez vous lancer dans le domaine, il ne faut pas se focaliser sur la rentabilité, l'argent. En fait, quelle est d'abord votre passion? Pourquoi vous vous lancez dans ce domaine? Pour résoudre quel problème? Et maintenant, quelles sont des personnes qui sont lancées déjà dans le domaine? Quelles sont les solutions que ces personnes apportent? Quel est le manquement ou quels sont les manquements de ces personnes? Et maintenant, qu'est-ce que vous apportez de plus comme plus-value par rapport aux manquements de ces personnes-là? À compétence égale ou à service égal, pourquoi le consommateur doit vous choisir, doit quitter celui avec qui il travaille depuis des lustres et vous choisir? C'est tout simplement parce que vous avez choisi vous différencier, vous avez choisi apporter une plus-value, apporter quelque chose de différent par rapport à ce qui existe déjà. Maintenant, l'aspect financier, ça vient après. Et c'est la raison pour laquelle je dis généralement que vous fassiez dans l'offre de services ou de produits, le service en lui-même occupe 80% du processus de vente. Ça veut dire, vous vendez un produit, vous devez vous focaliser sur la qualité du service, sur la satisfaction de la clientèle. Si le client n'est pas satisfait parce que vous offrez, vous ne serez jamais riche. Il ne va pas vous recommander, il ne va plus commander une deuxième fois chez vous. Il ne va pas parler de vous à quelqu'un d'autre. Alors, selon vous, vous avez évoqué quelques grandes lignes qui doivent être les sources de motivation du jeune qui se lance dans l'entrepreneuriat. On va revenir vers vous, Achille. Certainement, vous aviez encore des choses à ajouter. Le temps est effectivement de permettre à Ngale et Arthur de dire un mot sur ce que vous aviez évoqué comme atout. Vous avez dit que l'atout principal aujourd'hui qu'a la jeunesse, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, c'est cette connaissance du digital, cette maîtrise du digital que les aînés, ceux qui nous ont précédés par exemple, qui vous ont précédés dans le monde des affaires, n'avaient pas. Oui, on est d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas de contraintes aujourd'hui, Arthur Ngale, Ben, pour le jeune qui se lance dans l'entrepreneuriat, dans le marché camerounais ou africain en général? Si oui, est-ce que vous pouvez nous parler de certaines de ces contraintes qui rendent l'activité entrepreneuriale difficile? Il y a nécessairement des contraintes pour le jeune qui se lance là-dedans. Bon, il ne faut pas, comme je vous l'ai dit, moi, à titre personnel, je ne sépare pas l'entrepreneuriat de l'entrepreneuriat jeune. Ça signifie que j'estime qu'il y a des contraintes, mais il y a des contraintes pour le jeune comme il y a des contraintes pour la personne qui ne l'est pas. Vous n'êtes pas d'accord qu'il y a des contraintes qui peuvent s'imposer à une personne, à un jeune entrepreneur qui forcément ne sont pas le cas à quelqu'un, par exemple, qui a la cinquantaine et qui a de l'expérience, peut-être dans le domaine, qui a travaillé longtemps dans une structure, peut-être qui a 20 ans d'expérience dans une structure et qui, après ces 20 ans d'expérience, un jour a décidé de continuer dans le même domaine, mais de créer son entreprise. Si, bon, le jeune dont vous parlez, il a ces contraintes-là. Mais le vieux dont vous parlez également, du moins la personne âgée dont vous parlez également, a des contraintes qui sont autres. Bon, maintenant, pour rester sur les contraintes qui sont celles du jeune, c'est celles que j'ai évoquées précédemment, c'est-à-dire le jeune, lorsque lui se lance dans le marché, dans le business, il a un certain nombre d'éléments qui lui manquent, on peut dire ça comme ça. On va dire que le jeune, de façon générale, a un manque de capitaux, c'est-à-dire non pas les capitaux déjà de base. Très souvent, il y a les fonds qui... Voilà, les fonds n'y sont pas, donc même le roulement n'est pas forcément évident. Le jeune également a un certain nombre de difficultés du fait de, comme vous l'avez dit, de n'ayant pas cette expérience-là. Il n'a pas en quelque sorte des références, c'est-à-dire ça se trouve, il a une capacité à faire ce qu'il dit qu'il est capable de faire.
mais il n'a pas ce que les anglo-saxons appellent de proof of concept, c'est-à-dire la preuve du concept. C'est-à-dire il n'est pas en capacité de dire, bon, moi je sais le faire et en voilà les preuves. Oui. Voilà, de la même façon, il n'a pas nécessairement le relationnel qui pourrait lui faciliter la voie. Mais comme je l'ai dit, moi, à titre personnel, je regarde les avantages et les inconvénients. Ça signifie il faut un jeune, à titre personnel, je donne un avis, c'est pas, voilà, un jeune ne devrait pas entreprendre comme quelqu'un de plus âgé, parce qu'il ne part pas avec les mêmes atouts. Il ne part pas également avec les mêmes blocages. Ça signifie le jeune qui se lance dans la tech, je prends un secteur comme la tech, a peut-être un peu plus d'ouverture que quelqu'un de plus âgé qui se lance dans la tech. Parce que, bon, du fait de sa jeunesse, quelquefois, il est relativement plus enclin à être en phase avec les technologies actuelles. Le transfert de technologie peut se faire de façon un peu plus simple. Et maintenant, il sera intéressant pour lui de contourner les difficultés qui sont les siennes en utilisant des méthodes qui ont déjà fait leurs preuves. Je peux donner quelques exemples pour illustrer un peu mon propos. Bon, le jeune qui va commencer dans le business n'aura pas nécessairement les fonds. Et si vous lancez dans, je sais pas, la production d'une bouteille d'eau, d'une marque de bouteilles d'eau, vous aurez à faire face à des majors, c'est-à-dire des gens qui sont là en place depuis plus longtemps que vous, qui ont un marché, qui ont des segments de marché déjà bien établis. Se sont faits en nom. Voilà, en fait. qui même sur le plan cognitif, du fait des multiplications, des promos, des publicités, etc., se retrouvent déjà dans le cerveau des consommateurs, dans les habitudes de consommation. Et voilà, donc vous devrez faire face à ça. Vous ne pouvez pas faire face à ça en utilisant les moyens qui sont les vôtres, c'est-à-dire les capitaux qui sont les vôtres. Donc lorsque vous entrez dans un marché comme celui-là, il faudrait par exemple pouvoir lever des fonds. Lever des fonds, c'est-à-dire vous vous engagez à mettre en avant un produit qui ne soit pas que pour vous. Effectivement, parlant de ces difficultés, vous avez parlé de la clientèle. La clientèle, étant donné que le jeune qui se lance, par exemple, à un label qui ne sait pas encore faire un nom, est-ce que dans ce cadre-là, le digital, effectivement, ne vient pas à répondre à ce besoin, ce digital évoqué par Achille? Est-ce que ce n'est pas la raison qui pousse aujourd'hui, effectivement, de nombreux jeunes à chercher leur clientèle à travers le digital? Oui et non. Oui, parce que dans un premier temps, le digital est un peu moins coûteux. Parce que, bon, faire passer des produits, promotionner des produits dans le cadre digital, c'est un peu plus facile que les promotionner dans le cadre de campagnes publicitaires conventionnelles. Mais non également parce que le digital n'est pas uniquement destiné aux jeunes. Ça signifie que si vous avez des capacités de promotion dans le cadre du digital, le major qui est en face de vous, qui combat le même marché que vous, est en capacité également d'inonder le digital. Ça signifie que c'est une voie qui est intéressante parce que bon, les autres étant déjà fermés, c'est au moins une voie, c'est une possibilité. Mais si on doit regarder les projets, c'est-à-dire s'il ne faut pas se dire que bon, le jeune va gratter de très petits segments de marché, s'il faudrait se dire que le jeune intègre le marché à la hauteur d'un acteur conventionnel, je dirais non. Je dirais oui et non en fait. Oui, c'est pour ça que je dis, il est plus intéressant c'est un avis, il est plus intéressant pour moi, pour un jeune qui se lance, de s'engager dans des segments de marché qui sont relativement ouverts et à fort potentiel de développement. Qui ne sont pas encore exploités? Non, bon, pas encore exploités, c'est, disons, mal exploités. Des segments de marché dans lesquels il n'y a pas encore nécessairement un acteur dominant, dans lesquels il n'y a pas un acteur qui soit en capacité d'établir un monopole, et dans lesquels vous êtes en capacité d'embarquer les gens qui vous font confiance dans le cadre peut-être de potentiel levée de fonds avec vous. Parce que si vous allez voir des investisseurs, que vous leur dites que vous voulez investir dans le marché de la boisson, dans le cadre par exemple du contexte économique camerounais, vous aurez beaucoup de mal à trouver des gens. Parce qu'ils verront les combats à faire avec les majors qui sont devant, ça sera un peu plus complexe. Mais si vous les embarquez dans un segment qui est relativement prometteur, mais avec des majors qui sont un peu moins présents, vous aurez plus cette facilité-là. On parlait effectivement de ces segments promoteurs. Est-ce qu'une fois de plus, Achille, le digital n'apparaît pas comme cet avantage qu'ont des jeunes? Est-ce qu'effectivement, surfer dans le digital ne serait pas un atout aujourd'hui pour les jeunes pour éviter de se retrouver dans un marché déjà saturé par les ennemis? Bien évidemment, le digital est un atout. Le digital est un atout du moment où
nos parents, par exemple, qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat, qui ont aujourd'hui des grosses industries, qui ont aujourd'hui un nom, n'ont pas connu le même avantage ou la même technologie que nous. Alors, aujourd'hui, c'est le premier facteur ou bien c'est le premier levier sur lequel un jeune devrait se baser pour pouvoir amener même ces parents-là à devoir digitaliser leurs entreprises. Sauf que le digital ne résout pas, par exemple, forcément les contraintes liées à l'entrepreneuriat jeune. Mais ce n'est pas un domaine dans lequel, effectivement, le jeune entrepreneur peut créer, peut innover, et sans toutefois être confronté à la rude concurrence qui existe déjà dans certains secteurs. Il a évoqué par exemple le secteur de la boisson au Cameroun. Permettez-moi, Michel, mais je vais vous surprendre en disant qu'il y a plus de concurrence dans le digital que dans le secteur conventionnel. Ah bon? Il y a plus de concurrence, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, chaque jeune ou chacun utilise un smartphone. Oui. Chacun a une connexion Internet. Il suffit tout simplement d'avoir 100 francs dans son téléphone pour avoir la connexion. Oui. Et chacun a la possibilité, chacun a cette possibilité de vendre, c'est-à-dire que de parler de ce qu'il fait en ligne. C'est-à-dire que ce soit quelqu'un qui entreprend, qui a créé une entreprise physique, que ce soit quelqu'un qui a pour ambition de vendre en ligne ou bien de créer son entreprise digitale, tout le monde a cette possibilité de pouvoir converger vers le digital. Donc, ce qui veut dire que si on regarde dans ce domaine, il y a plus de saturation que physiquement. Mais par contre, vous allez voir des jeunes aujourd'hui qui se dirigent vers l'agriculture, qui se dirigent vers l'agroalimentaire, qui se dirigent vers l'élevage, qui se dirigent vers la pisciculture, etc. Parfois, c'est surprenant. Mais je vais dire que ce sont des personnes qui ont bien réfléchi, qui ont pris de l'avance sur le temps. D'ici peu, dans quelques années, il y a ce qu'on appelle l'import-substitution qui est en cours. Ça viendra donc valoriser ce qu'ils font. Et l'agroalimentaire, la terre, oui, ça pourra produire plus que le digital. Hein? Ça pourra produire, ça pourra avoir de l'avantage sur le digital. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est entrepreneur agroalimentaire, entrepreneur, je ne sais pas, piscicole, etc., peut également intégrer le digital. Quelqu'un qui fait dans la brassicole, comme il a dit, peut intégrer, c'est-à-dire que peu importe le domaine dans lequel vous exercez, aujourd'hui, vous pouvez digitaliser votre structure, ce qui va créer tout simplement une saturation. Ce qui va devoir créer une saturation. Donc, ce qui veut dire, quand vous décidez donc faire recours au digital, bien évidemment, au fond, maintenant, il y a ce qu'on appelle le back-office. En back-office, il faut avoir votre... on appelle ça quoi, votre cuisine interne, votre cuisine interne qui est le digital ou pas, ça doit fonctionner. Vous pouvez évoluer normalement, vous pouvez vous définir normalement comme entrepreneur. Oui. C'est-à-dire, quand vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat, mettez en facteur, oui, le digital, c'est un avantage. Mais s'il n'y a pas le digital, est-ce que vous pouvez toujours vous en sortir? Est-ce que vous pouvez continuer toujours à offrir le même service? Prenez le cas des brasseries du Cameroun. Il a dit, prenons le cas par exemple des banques, prenons le cas que ce soit, peu importe le domaine, vous allez voir, les gens créent d'abord une entreprise physique. L'entreprise physique, c'est-à-dire le client a cette habitude de demander vous êtes basé où? Vous êtes sur Internet, un client vous contacte, il vous pose la question, vous êtes basé où? Oui. Ça veut dire que le client te dit, il faut sortir du digital là. Bon, oui, maintenant je t'ai connu à travers le digital, mais où est-ce que je peux donc te voir physiquement? Est-ce que l'importance aussi, permettez-moi de permettre à Arthur de dire un mot à la suite de ce que vous êtes en train de développer. Est-ce que l'importance pour le client, ce n'est pas d'avoir le produit? Vous êtes d'accord que l'aspect physique de l'entreprise compte toujours, malgré le fait qu'on
on vit une époque où voilà, il est possible aujourd'hui de faire des affaires à travers le digital. Moi, je pense que le client en bout de chaîne, ce qui l'intéresse, c'est le produit ou le service. Donc, je n'ai pas très d'accord avec eux. Bon, je vais peut-être le rejoindre aussi en disant que le client, ce qui l'intéresse, c'est le produit ou le service. Mais maintenant, effectivement, d'une industrie à l'autre, ça peut varier. Mais un client, par exemple, admettons que vous avez créé une petite entreprise, vous livrez des fruits frais à des personnes. Est-ce qu'effectivement, savoir où vous êtes basé est important? Est-ce que l'important, ce n'est pas effectivement de dire au client, voilà, où est-ce que je peux vous trouver pour que vos fruits vous soient livrés dans les délais requis? Bon, comme je le disais, moi, à titre personnel, je pense que le produit ou le service, c'est ça qui est le plus important. Mais maintenant, je le rejoins également parce que, dépendamment de l'industrie dans laquelle vous vous trouvez, les réactions de la clientèle ne seront pas les mêmes. Parce que si je deal avec vous une certaine somme, une somme qui, à mon sens, est conséquente, j'aurais besoin de savoir où vous trouvez physiquement, en prévision d'un potentiel litige. Si je travaille avec vous sur un domaine qui est relativement sensible, la sécurité des données, je travaille avec vous dans le cadre de domaines qui demandent une certaine précision, j'aurais besoin quelquefois de savoir où vous trouvez. Et pourtant, aujourd'hui, plusieurs jeunes ne prennent pas en considération cet aspect. Ils vous diront qu'ils sont à la tête d'une structure, mais en fait, une structure qui n'existe que dans leur smartphone. Bon, comme je l'ai expliqué, ça dépend de l'industrie dans laquelle vous vous trouvez. Il est possible que ce modèle, ce business model-là, soit relativement accepté dans le cadre où l'activité que vous menez ne nécessite pas forcément la présence physique du client. Mais à supposer que vous traitiez avec un client et que l'objet de votre deal demande un certain suivi, la personne voudra nécessairement savoir où vous trouvez. C'est un peu ce que je pense. C'est pour ça que j'estime que je peux comprendre un peu ce qu'il dit, même si j'estime que ça ne se généralise pas, ça va au cas par cas. Oui, mais Achille, est-ce qu'effectivement de nombreux jeunes d'aujourd'hui ne prennent pas cette voie, cette facilité-là, c'est-à-dire au lieu... Arthur a quand même parlé des fonds quand il a évoqué les différentes contraintes qui, selon lui, aujourd'hui, sont comme des obstacles pour l'entrepreneuriat jeune. Il a parlé de l'acquisition des fonds, qui est très difficile. Est-ce que ça n'encourage pas aujourd'hui de nombreux jeunes, au lieu de trouver un local, chercher l'argent pour payer le bail et tout? Si le local se trouve dans un centre urbain assez fréquenté, on imagine que le bail sera élevé. Est-ce que ça n'encourage pas de nombreux jeunes aujourd'hui de prendre tout simplement leur smartphone, comme vous avez dit, avoir leur connexion et commencer à écouler des produits et qu'ils ont forcément chez eux? Je vais prendre par exemple les jeunes qui vendent des vêtements en ligne. Genre, j'achète mes vêtements, je les garde là dans ma chambre et puis je filme. J'ai peut-être une amie, une copine qui peut jouer les modèles photos, s'habiller et puis voilà. Est-ce que dans ce cas, par exemple, est-ce que ce n'est pas une facilité aujourd'hui? Je reste toujours dans le cadre du digital. Est-ce que le digital n'est pas une facilité aujourd'hui aussi pour les jeunes pour déjouer ou encore contourner cette contrainte-là, souvent liée au bail ou à la structure qu'il faut à tout prix trouver, chercher un nom, payer les taxes et tout ça? Voilà, vous avez bien dit payer les taxes. Oui. Payer les taxes. Mais quand vous décidez de vous lancer dans le digital, ça dit que votre entreprise se retrouve dans votre téléphone. Est-ce que vous êtes juridiquement encadré? Ça dit que si une entreprise étrangère vous contacte et décide de travailler avec vous, au cas où il y a des problèmes, est-ce que vous pouvez vous appuyer ou bien est-ce qu'il peut s'appuyer sur la juridiction de votre pays pour régler le problème? Non. Ce sera compliqué parce que ce sera très facile pour vous de prendre la clé du champ. Pourquoi? Parce que vous êtes basé, vous êtes installé, votre entreprise se trouve dans votre téléphone. Oui, votre entreprise se trouve dans votre téléphone. Alors, selon vous, c'est un risque? C'est un risque? Même pas un risque. Non, c'est un risque, n'est-ce pas? C'est un risque pour l'entreprise qui a besoin du service ou pour la personne qui a besoin du service. C'est une facilité pour quelqu'un pour celui qui offre le service en question. Mais on dit toujours, pour être crédible, il faudra intégrer l'aspect juridique.
peu importe où vous êtes basé, peu importe dans quel pays vous vous trouvez, si vous voulez être sérieux, faites encadrer votre activité ou votre service par l'administration fiscale de votre pays. Et l'administration fiscale ne saurait mieux encadrer ce que vous faites si c'est que vous n'êtes pas localisable. Vous comprenez un peu? C'est que vous n'êtes pas localisable. Donc, ce qui veut dire que je fais dans le e-commerce. Et le e-commerce n'a pas besoin du local. Le e-commerce n'a pas forcément besoin peut-être d'un stock parce qu'il y a ce qu'on appelle, dans notre pan qu'on va appeler dropshipping. Il suffit juste de filmer. Mais je rappelle quand même que les structures comme Alibaba aussi qui font dans le e-commerce ont des sièges reconnus, internationaux. Effectivement, on les sièges. Des représentations même dans certains pays. Oui, représentation. Voilà, c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Mais pour un jeune qui se lance dans le même domaine aujourd'hui, il n'est localisé nulle part, il n'est que dans son téléphone. Vous voyez que ça devient un peu compliqué. Parce qu'il y a des personnes, des clients qui sont arnaqués via l'Internet. Oui, qui payent pour des services, mais ne sont jamais livrés. Qui payent pour des services ou pour des produits de bonne qualité, mais sont livrés par des produits de très, très, très mauvaise qualité. Oui. Et maintenant, s'il n'est pas satisfait, à qui est-ce qu'il va s'adresser? Ce serait un peu compliqué. Donc, quand vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, il va falloir en même temps que vous preniez les dispositions nécessaires, les dispositions fiscales qu'il faut pour pouvoir vous rendre crédible. Oui. Et vous avez parlé tantôt des contraintes de financement, etc. Alors, oui, c'est ce qui est réel, mais en réalité, je me dis, quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, il faut d'abord mettre ça de côté. Il faut mettre les contraintes et les problèmes de côté. Pourquoi? Parce que un entrepreneur est un apporteur de solutions. Alors, si vous focalisez sur les contraintes, sur les problèmes, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir avancer. Le quotidien d'un vrai entrepreneur, c'est la solution. C'est la solution. Si nous tous, on devrait regarder, parce que, Michel, figurez-vous, il n'y a pas que le problème de financement. Il y a également les contraintes fiscales. Il y a des contraintes liées, des contraintes gouvernementales. Parce que moi, par exemple, qui fais dans le e-commerce, il y a les accords qui ont été signés, par exemple, avec les Chinois qui se trouvent dans la facilité de pouvoir importer des articles, c'est-à-dire que fabriquer, transformer, importer, transporter et venir vendre localement, en gros et en détail au même prix. Ça veut dire que moi, vraiment, je dois aller me chercher ailleurs. Et ça, maintenant, c'est un blocage pour les jeunes qui désirent se lancer dans le domaine. Il y a aussi peut-être les contraintes liées aux ressources humaines. Vous allez, par exemple, recruter des personnes qui, dans l'entreprise, ne vont pas forcément vous donner ce qu'ils vous ont promis lors de l'entretien. Il y a également les contraintes familiales. Quand vous allez, par exemple, même avec votre propre épouse à la maison, ou avec votre propre frère, votre propre soeur, votre propre mère, père, ne va pas croire en vous. Vous allez dire, OK, je désire me lancer dans l'entrepreneuriat, je vais apporter telle solution. Les gens vont dire, non, vraiment, toi que je connais là, tu n'es pas... Les gens ont échoué, etc. Tu penses que c'est toi qui vas réussir. On va te décourager à tout bout de champ. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes se trouvent obligées aujourd'hui de fuir, sortir du pays pour aller trouver où c'est facile. Mais moi, personnellement, je me dis, quand c'est l'environnement hostile, ce sont les contraintes qui définissent ma personnalité. C'est quand c'est compliqué que je me sens concerné. En tout cas, Achille, vous restez fidèle à votre ligne, votre démarche depuis le début, c'est-à-dire être motivé par la passion et aussi ce désir-là de combler des lacunes, des vides, de répondre à des besoins précis. En tout cas, ce sujet, il est très vaste. Nous y reviendrons certainement lors de prochaines éditions. Pourquoi pas, il y a tellement à dire aujourd'hui sur l'entrepreneuriat, même en général. Pour les quelques minutes qui nous restent, alors on va dire un mot aussi sur vos structures. Ngale Mben, je rappelle que vous êtes directeur d'exploitation de l'entreprise Cameroun Alerte Système. Alors dites-nous en quelques mots en quoi consiste cette structure. Cameroun Alerte Système, comme on l'a déjà dit, est une entreprise qui travaille dans les technologies qui sont propres au développement durable.
C'est-à-dire nous sommes le deuxième prestataire au niveau national en ce qui concerne les métiers de l'environnement, collecte et traitement des déchets. Et nous sommes depuis décembre 2024 les représentants exclusifs de l'entreprise TPS, qui est le premier fournisseur d'équipements en Inde, c'est le premier constructeur en Inde. Voilà, donc ils font à peu près dans tous les métiers de l'environnement. On a eu à travailler longuement avec eux sur la politique qui était déployable au niveau du pays pour essayer de résorber réellement le problème des déchets qui, au Cameroun, semble être important, mais qui ailleurs ne l'est plus, qui a déjà été traité. Donc avec eux, on a un accord de partenariat pour le déploiement de leurs solutions sur le territoire national, sur l'ensemble du territoire national. Et votre clientèle, votre clientèle en tout cas, elle est composée de... Bon, la clientèle qu'on a de façon générale, c'est les collectivités territoriales, c'est-à-dire on travaille avec les mairies et les grandes mairies. On travaille également avec les industries, on travaille avec, en fait, le secteur des... Vous ne traitez pas avec les particuliers? Bon, disons qu'on ne traite pas tant que ça avec les particuliers. Ce n'est pas forcément parce que c'est un secteur qui demande un déploiement logistique un peu important. Et le constat qu'on a fait, c'est que généralement, les coûts qui sont affiliés à ce développement logistique-là ne sont pas facilement supportables par les particuliers. Si d'aventure un particulier est intéressé, nous ne sommes pas fermés, mais généralement, après discussion, on se rend compte que l'estimation qu'ils ont faite de la proposition qu'on leur faisait n'était pas forcément la bonne. Donc nous, on travaille assez généralement avec les collectivités territoriales. Nous le faisons actuellement avec la ville de Douala dans le cadre du projet de précollecte des déchets. Nous travaillons également avec un certain nombre de grandes industries un peu partout, et le partenariat, le mémorandum que nous avons signé avec cette entreprise a pour vocation de changer totalement la vision qu'on se serait faite du secteur des déchets en fait. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, on a un certain nombre de villes qui semblent être inondées par les déchets, et le problème, lorsqu'il est vu par un œil profane, semble être impossible à résoudre. Mais pour avoir vu comment ça se passe ailleurs, on s'est rendu compte que des pays avec 1,6 milliard de personnes ne se retrouvent pas en face du même problème de déchets, parce qu'ils ont déjà trouvé les solutions qui sont adaptées. Donc on les a rencontrés, on leur a fait comprendre que nous souhaitions pouvoir les mettre en place également chez nous pour pouvoir résoudre durablement ce problème-là. Et on a signé un accord avec eux pour la distribution et l'implémentation de ces solutions sur le territoire national. Et nous sommes en discussion actuellement avec les autorités pour essayer de voir de quel côté du pays on pourra implémenter ces solutions-là. Merci pour toutes ces précisions. Achille Satieu, alors parlez-nous également de votre structure, celle dont vous êtes à la tête, Smart Global Concept. Oui, Smart Global Concept, c'est un groupe qui fait spécialement dans le digital. Quand on parle de digital, il y a le e-commerce, il y a la formation, il y a la communication digitale. Il y a aussi l'intelligence artificielle, bien évidemment. Donc, ça fait plus de 5 ans déjà que nous opérons dans le domaine. Et on a pour ambition, pour mission, de révolutionner le e-commerce en Afrique. Donc, ceci dit, on travaille actuellement sur le projet qui consistera à mettre sur pied un écosystème qui est composé au total de 13 piliers devant révolutionner le monde d'entrepreneuriat en ligne ou du e-commerce. Entre autres, on va avoir le Glomari Mall, par exemple, le Glomari Mall qui est comme un hypermarché qui vend tout, mais surtout qui vend des produits de très très haute qualité et à moindre coût. On va parler de Glomari Marketplace qui est synchronisé directement avec Glomari Mall. Ça veut dire que quelqu'un qui se retrouve par exemple à l'extrême nord, qui se retrouve, je ne sais pas, au nord-ouest, peut commander les articles au même titre, au même prix que quelqu'un qui se retrouve dans la localité où est installé le mall et être livré avec, pour processus de traçabilité, le Glomari Tracking and Trace. Tracking and Trace qui est un système qui existe
en Occident, c'est-à-dire quand vous commandez un article quelque part, vous avez la possibilité de savoir à quel moment votre article est parti de l'usine, de l'entrepôt, où est-ce que ça se trouve exactement. Et quand vous allez devoir recevoir votre article, vous avez la possibilité de confirmer bonne réception. Après avoir confirmé bonne réception, vous avez également la possibilité d'évaluer, de donner votre expérience d'utilisation de ces produits et permettre aussi aux fournisseurs ou aux fabricants de pouvoir améliorer la qualité de produits nécessairement. On aura aussi le Glomari Tracking, le Glomari Care. Glomari Care qui est un système d'assistance à la clientèle piloté par l'intelligence artificielle. Donc, on s'est rendu bien compte que des personnes, des humains qu'on recrute dans les entreprises ont parfois des difficultés, des contraintes à pouvoir acheter la clientèle puisqu'ils se focalisent plutôt sur la rémunération, etc., sur d'autres choses. Et parfois n'ont même pas des informations sur le produit qu'ils vendent. Alors, l'intelligence artificielle aujourd'hui résout ce problème, permettre aux personnes, permettre aux clients de connaître en profondeur ce qu'il veut acheter, l'utilisation, la capacité ou bien la possibilité en même temps, si ce qu'il désire peut-être d'être le vendeur. C'est-à-dire que l'intelligence répond à toutes les questions sans pouvoir en trouver du mal à cela. On aura aussi Glomari Transport en logistique, c'est-à-dire qui sera cette filiale qui va devoir permettre aux autres, c'est-à-dire le but c'est quoi? C'est-à-dire offrir le service en interne et être aussi un vendeur de service, c'est-à-dire qui permet de transporter les articles des clients en interne vers les zones de livraison et aussi de permettre aux autres entreprises qui font également dans le e-commerce comme nous de pouvoir en même temps transporter également assurer également la livraison de leurs propres produits à leurs clients sans que cela naîtrait avec l'écosystème Glomari. Donc peut-être pour ne citer que cela parce qu'il y aura assez. Il y aura aussi des personnes qui désirent peut-être souscrire à une franchise chez nous pour pouvoir revendre nos produits et gagner peut-être des commissions, gagner un certain nombre d'avantages sur la revente, bien évidemment. Et il y aura par exemple Glomari Brand qui va s'occuper c'est-à-dire qui va devoir offrir la possibilité aux grandes marques internationales de pouvoir vendre à travers notre écosystème. Et nous-mêmes, on va mettre sur pied des articles de marque Glomari, des marques Glomari qui auront pour distinguo la qualité, le prix surtout, tout ce qui tourne autour, le service, etc., pour pouvoir permettre aux clients de goûter à un certain nombre de différenciations par rapport à ce qui est proposé aujourd'hui. Ça, c'est pour ce qui est de Glomari, je veux dire, de l'écosystème Glomari, qui est l'une des filiales de Smart Global Concept. Maintenant, je vais parler de Global Training Academy, qui est une deuxième filiale. Pour Global Training Academy, c'est quoi sa particularité? Elle offre une expérience pratique issue de Glomari, je veux dire de Glomari, de Global Market International, c'est-à-dire qui forme des personnes, de ces Camerounais ou ces Africains qui voudraient également se lancer dans le e-commerce, mais ne savent pas comment. Aujourd'hui, on se positionne comme un apporteur de solutions dans la qualité, dans l'entrepreneuriat e-commerçant. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que quelqu'un qui, peu importe le domaine dans lequel vous exercez, que ce soit l'agriculture, que ce soit des gros commerçants qui vendent classiquement au marché Mbopi, au marché central, au marché Mokolo, ou peu importe le pays, oui, ils peuvent se servir de notre potentiel, de notre expérience, de notre programme de formation pour pouvoir digitaliser ce qu'ils font, pour pouvoir vendre ce qu'ils font à travers le monde entier. Et
Il suffit tout simplement d'entrer chez nous avec l'idée de ce que vous désirez être ou de ce que vous désirez faire, offrir comme service ou comme produit dans la vie ou dans la société. Et maintenant, nous allons moduler cela en entrepreneuriat. Et pour cela, nous avons pour ambition de mettre sur pied une université des entrepreneurs d'ici 5 ans pour façonner, pour créer des vrais entrepreneurs e-commerçants en Afrique. Je vais terminer par la communication digitale. Vous allez sans doute vous rendre compte que aujourd'hui le digital est en plein essor et pour les entreprises qui veulent vraiment croître leur chiffre d'affaires se trouvent dans l'obligation d'intégrer la digitalisation ou bien de digitaliser leur service. Et nous avons toute une filiale consacrée à la digitalisation de ces entreprises, de ces services-là. Donc, travailler sur le branding, la création des campagnes publicitaires, la mise en exergue des chatbots, de l'intelligence artificielle pour faciliter le processus de vente, le service après-vente, etc., etc. Donc, tout ce qui concerne l'aspect digitalisation des entreprises, c'est ce que fait Smart Global Media aujourd'hui dans le groupe Smart Global Concept. Okay. Voilà, merci Achille Sathieu pour toutes ces précisions. Merci également à vous, Ngalemben Arthur, d'avoir accepté de prendre part à cette autre édition du numérique panafricain entrepreneurial. Merci beaucoup à vous également. Alors, on espère vous retrouver, Achille, lors de nos prochaines échéances. Ok, je suis toujours disponible et merci de me faire confiance. Okay. Fidèles téléspectateurs, c'était un plaisir de vous savoir nombreux. Nous vous quittons au plaisir de vous retrouver très prochainement.